Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'intelligence artificielle et plus particulièrement à la découverte d'une petite carte de développement orientée IA, à savoir la carte MAX-Duino. Et au programme de cette première vidéo, on va regarder les possibilités qu'offre cette carte, notamment pour le traitement d'images par réseau de neurones. Allez, je commence en remarquant que le nom de cette carte finit par Duino et qu'en plus, les borniers sont compatibles avec la carte Arduino Uno. Les bornes de même fonction sont aux mêmes endroits. On remarque aussi que l'encombrement est le même, les trous de fixation sont aux mêmes emplacements et les deux peuvent se programmer avec l'environnement C++ Arduino. Mais alors, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, c'est la puissance. Le MaxDuino, il est super musclé. Et il est presque au même prix. Avec 60 €, on a le kit complet avec la carte, une caméra et un écran LCD. Ça, c'est sur Amazon, mais en prenant directement en Chine, c'est même moins cher qu'un Arduino. Alors, le fabricant, c'est Saipid, et on voit que le MaxDuino fait partie de la gamme M1. Et dans cette gamme, on peut aussi trouver d'autres cartes dédiées à l'IA et à la vision. Et on voit que M1, c'est la plus petite des gammes chez Saipid. Ils ont aussi des M2, des M3 ou des M4. Ces derniers étant des vraies bêtes de course, on parle en téra-opérations par seconde. Alors, pour revenir à notre MaxDuino, au premier abord, on peut voir deux gros modules encapsulés en boîtier métal. Comme on peut le voir sur la sérigraphie au dos de la carte, le premier module intègre un microcontrôleur K210 et le second, un module à base du micro ESP32. On voit également un connecteur pour insérer une carte micro SD. Au niveau de la taille, rien de spécifié, mais a priori jusqu'à 1 Teraoctet, ça passe. Et cette carte sera quasi indispensable pour stocker des modèles d'IA. Carte à acheter en supplément, elle n'est pas fournie dans le kit. Cette carte permet également de stocker des programmes Python pour les faire fonctionner en embarqué sans l'interpréteur de l'ordinateur. La carte SD doit alors contenir le main.py qui sera exécuté à partir du firmware dans le module K210. Allez, on continue avec une petite partie audio, notamment un microphone numérique et liaison par bus I2S au K210. Toujours en I2S, mais en sortie cette fois, avec un ampli audio, pour attaquer un petit haut-parleur à câbler en externe. Et enfin, rien de sonore, mais placé dans la même zone, une LED RGB que l'on pourra utiliser comme bon nous semble. Elle sera très utile pour les premiers programmes. Ensuite, sur le côté de la carte, une alimentation, soit à partir du connecteur jack, puissance nominale d'environ 3 watts, ou sinon juste à partir de l'USB, un même câble qui sert aussi pour la programmation. Allez, je détaille le premier gros truc qui prend presque toute la place, c'est le module principal dédié au calcul d'IA. C'est donc un modèle M1 de chez Saipid. Si on ouvre le boîtier, on voit le microprocesseur principal et d'autres composants, notamment un convertisseur DC-DC multivoix pour générer les différents niveaux de tension. On trouve aussi une mémoire flash de 16 mégaoctets qui sera utilisée pour loger le firmware avec notamment un interpréteur MicroPython. Sur certaines versions, on trouvait un ESP8285, mais a priori abandonné, car double emploi avec l'ESP32 externe.
Et le plus important, la grosse puce au milieu, le K210. K comme Kendryte, une gamme de puces fabriquée par une société chinoise, Canaan, qui au départ s'était fait connaître avec sa gamme Avalon, des composants spécifiques pour le minage de Bitcoin. Finesse de gravure de 16 puis 7 nanomètres, ça donne des puces hyper puissantes. Pour ceux qui ont déjà tenté de faire du minage de crypto-monnaies à la maison, ils savent de quoi on parle. K comme Kendryte donc, qui signifie en chinois recherche et intelligence. Ouais, ça tombe bien. Sur leur site internet, c'est tout naturellement que l'on trouve des applications de reconnaissance d'images, avec pour ça 3 puces différentes. Avec la K210, on voit tout de suite des performances impressionnantes. 0,3 watts de consommation pour 1 teraflop. Pas de doute, application système embarqué. Et ce ne sont pas les dimensions qui vont me contredire. À peine plus grand qu'une punaise de lit, la bébête très à la mode à Paris en ce moment. Tout petit donc, et pourtant à l'intérieur on trouve une multitude de choses. Au centre, la CPU avec 2 cœurs 64 bits, architecture ouverte risque 5, sûrement pour éviter aux fabricants de payer les frais de licence ARM. Une horloge principale à 400 MHz que l'on peut overclocker jusqu'à 600 MHz. Et chaque cœur comporte en dur une unité de calcul hardware sur des flottes simples ou double précision. En liaison avec les cœurs, un processeur dédié au calcul pour les réseaux de neurones, nommé KPU pour processeur de traitement de connaissances. Des performances impressionnantes, 460 milliards d'opérations par seconde, l'équivalent d'une Jetson Nano, mais ici on consomme presque 100 fois moins d'énergie. On nous dit que ce processeur peut faire des calculs sur autant de couches que nécessaire, en référence à l'organisation générale du réseau neuronal que l'on va choisir. On peut alors faire des calculs avec des matrices de convolution 3 par 3, ce qui est très utilisé dans le traitement d'images. Exemple ici, pour réaliser un flou, le pixel de sortie a été calculé en prenant en compte sa valeur de départ et celle de ses voisins auxquels on applique un coefficient. Bien sûr, si on change les valeurs de la matrice de coefficient, l'image est transformée différemment. Alors, pour information, la matrice de coefficient, c'est ce que l'on appelle le noyau, kernel en anglais. Et suivant ces valeurs, on a différents effets. De l'amélioration de la netteté en passant par la détection de contours ou encore le filtrage et bien sûr une multitude d'autres possibilités. Toujours dans notre KPU, on nous dit que l'on a beaucoup de choix pour les fonctions d'activation, qui, je le rappelle, voir ma première vidéo sur l'IA, sont des fonctions que l'on trouve en sortie d'un neurone artificiel. Donc des fonctions mathématiques, généralement notées phi, et plus ou moins complexes suivant le besoin. Et je rappelle que le relou, ce n'est pas un animal, bien sûr. Et autre chose à signaler, c'est la taille pour stocker les paramètres du réseau neuronal, c'est-à-dire l'ensemble des coefficients de chaque synapse des neurones artificiels. Ils sont souvent notés W et appelés poids. Mis au format JSON, sur l'exemple ici, on voit des tableaux de tableaux. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'une seule couche dans un modèle d'IA. Par exemple, pour la classification d'images, on trouve généralement au début des couches de convolution, suivies par la partie proprement IA avec le réseau de neurones profond.
Si on prend l'exemple d'un grand classique, le réseau VGG16, et que l'on calcule le nombre de paramètres, eh bien ça en fait beaucoup. Pour comprendre, on voit ici la première couche de convolution. 3 par 3, c'est le motif, donc 9 paramètres de filtrage. Ces paramètres sont identiques pour une même image traitée. Dans le cas de la première couche, les entrées sont 3 matrices RGB. C'est donc sur environ 150 000 valeurs de pixels que l'on va appliquer le filtrage, qui peut utiliser un motif différent sur chacune des 3 couleurs. Dans le détail, le motif, ce sont 3 matrices de 3 par 3. Les 9 paramètres bleus s'appliquent aux 9 pixels autour de celui filtré dans l'image bleue. Et on fait la somme des 9 résultats. Même chose pour l'image verte avec une somme de 9 produits. Et même chose pour l'image rouge avec là encore des paramètres différents de ceux pour le vert ou pour le bleu. Ensuite, il nous reste à faire la somme des 3 couleurs pour trouver la valeur du pixel de sortie. Donc tous ces calculs juste pour un seul pixel. En généralisant, si l'on a un nombre de K images à traiter par convolution, il faudra K images de 3 par 3 pour chaque motif. Tout ça pour calculer un seul pixel. Il faut donc ensuite recommencer le même calcul pour tous les pixels. Je généralise avec des matrices de taille n fois p en entrée, avec toujours autant de matrices 3 par 3 qu'il y a de matrices en entrée. En sortie, on ne retrouve finalement qu'une seule matrice de même taille que les K matrices d'entrée. Je généralise toujours plus en donnant un indice 1 à notre filtre constitué des K matrices 3 par 3. Et je rajoute un filtre F2 qui lui aussi est un ensemble de K matrices de 3 par 3. Ces entrées sont naturellement les valeurs des K matrices d'entrée, ce qui va nous donner une nouvelle matrice en sortie de taille n fois p. Et si je généralise à I filtre, on va trouver I matrice, donc I nouvelles images en sortie. Au niveau du nombre de paramètres, donc de coefficients dans une couche de convolution, on peut dire qu'il y a tout d'abord la taille du motif en pixels, très souvent 3 de haut et 3 de large. Ensuite, combien il faut de ces motifs, sachant qu'il en faut un par matrice d'entrée, donc résultat fois K. Et enfin, que ce calcul se répète autant de fois que l'on veut de filtres, donc fois I. Petite application dans le cas de la première couche de convolution du réseau VGG16, où on a des noyaux de 3 par 3. À multiplier par 3 car il y a 3 canaux d'entrée, et à multiplier par 64 pour avoir le nombre total de filtres qui sont réalisés. Donc au total 1728 paramètres qui agissent sur les 150 528 valeurs entrantes. Et ça pour fournir les 3 200 et quelques valeurs qui vont former les 64 images filtrées en sortie. Et ces 64 images seront les entrées de la couche suivante, à savoir la deuxième couche de convolution, avec elle aussi 64 filtres. Sauf que cette fois-ci, il y a 64 matrices d'entrée. Et donc, il faudra 64 matrices de 3 par 3 à l'intérieur de chacun des filtres. Donc, au total, presque 37 000 paramètres qui vont agir sur les 3 millions de valeurs entrantes pour former un même volume de 64 matrices en sortie.
Si je montre le réseau complet, on voit ici les deux couches que je viens de détailler. On retrouve les valeurs calculées précédemment pour le nombre de coefficients du réseau et le nombre de données à traiter. En regardant la couche d'après, on remarque que ce n'est pas une couche de convolution et qu'elle est beaucoup plus petite en surface. Elle est en fait de type max pooling, c'est-à-dire un calcul qui va réduire la définition des images pour passer ici en 112 par 112. Je rappelle à l'occasion que la taille d'une image, ce n'est pas en millimètres, du fait que les pixels peuvent avoir des tailles quelconques sur un écran ou sur un autre. Exemple ici, on a 30 pixels dans les deux cas et 30 pixels encore avec une taille encore différente. Par contre, à taille égale, on voit bien que moins il y a de pixels, plus on perd en définition et moins l'image est précise. Et oui, les connaisseurs ont reconnu au passage Lena, aussi appelée la première dame de l'Internet tellement sa photo a été diffusée. Et oui, par un hasard incroyable, son visage est devenu une photo de référence pour calibrer les systèmes de traitement d'images. Drôle d'histoire, car la photo a été publiée en 1972 dans le magazine Playboy. C'était un poster de nu en page centrale. Elle était Miss Novembre. Plus récemment, le monde très masculin de l'informatique a été très critiqué par cette utilisation de Lena, notamment dans le documentaire Losing Lena en 2019. Elle-même a communiqué récemment de façon très intelligente. Et oui, les boomers, il est temps de changer d'époque et de laisser, s'il vous plaît, Lena tranquille. Allez, revenons à notre sujet, à savoir la réduction de la définition d'une image. Prenons un exemple avec un motif de 2 par 2. Le max pooling consiste tout simplement à chercher la valeur max dans cette zone et à fusionner les 4 pixels en un seul avec cette valeur. Au final, on a divisé par 2 largeur et hauteur, donc divisé par 4 la définition. Bien sûr, on perd en précision, mais bon, c'est quand même pas critique. Ici, malgré la division par 2, on reconnaît toujours que c'est une voiture. Et on peut même reconnaître le modèle, je vous laisse deviner et mettre en commentaire. Bref, si je reprends le réseau VGG16, on voit bien le max pooling avec la division par 4 de la taille des données. Et cette opération n'a pas besoin de coefficients stockés en mémoire, car il faut faire juste un calcul de maximum. Ok, on a compris la démarche, et si on fait le bilan, l'ensemble des couches de convolution nécessite ici 14 millions de paramètres. Et ça, ce n'est rien comparativement à la première couche dite complètement connectée avec plus de 100 millions de coefficients. Mais comment c'est possible? Eh bien, en y regardant de plus près, dans notre cas, à la fin des couches de convolution, on a 512 matrices de 7 par 7. Et ensuite, on attaque la première couche complètement connectée, aussi appelée couche dense. Et cette couche est en fait un vecteur de 4096 neurones. Et chaque neurone reçoit toutes les valeurs de la couche d'avant. Et je rappelle qu'une liaison correspond à un poids synaptique, donc à chaque fois à un coefficient. Donc au final, plus de 100 millions de paramètres. Pour la couche suivante, c'est un peu moins compliqué, mais néanmoins encore 16 millions de paramètres. Donc au total, avec un réseau VGG16, il nous faut environ 138 millions de paramètres. Je rappelle que les paramètres, ce sont des coefficients au minimum des flottes sur 4 octets. On est donc sur un total de plus de 500 mégaoctets. Et si je reviens au point de départ avec notre processeur K210 et son KPU, on voit tout de suite qu'un réseau VGG16, c'est impossible. Même avec la flash, on est très loin du compte.
Et oui, un peu normal, tout ça car j'ai fait exprès de prendre un réseau très lourd. Mais bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. Avec notre K210, on vise plutôt des performances comme en rouge ici. La surface du cercle, ça correspond à la taille, donc le nombre de paramètres. Et si on demandait à une IA des conseils en IA? Eh bien voilà le résultat, on a quelques pistes. Pour les 3 premiers de la liste, on a confirmation que le nombre de paramètres est réduit. Dans le détail, si on regarde à quoi correspond le shuffle, on trouve plein de tutos sur YouTube. Faut juste être un peu perspicace et pas se tromper. Il y a plusieurs techniques différentes. Pour ce qui est de Squeezie, tout le monde le connaît, je passe rapidement. Ensuite, pour MobileNet, eh bien, c'est le premier exemple que propose l'IDE Arduino pour notre carte. Ça, c'est en C++, mais MobileNet, il est aussi utilisable en Python, voire le GitHub du fabricant Sciped. Mais je pense que le plus documenté sur MexDuino, c'est peut-être le modèle YOLO, avec de nombreux codes d'exemple en Python, et bien sûr à ne pas confondre avec la série télé. Et avec le modèle d'IA YOLO, on peut trouver des gens sur YouTube qui ont fait des programmes pour détecter des ratons laveurs, ou même pour reconnaître des vélos de différentes tailles, ou encore pour déchiffrer l'écriture humaine. Et il y en a même un qui cherche à savoir si c'est Penelope Cruz qui sonne à sa porte. Alors, il y a différentes versions de YOLO, mais la V2, celle utilisable facilement avec MexDuino, est globalement très performante. Sa structure est composée de 2 parties, le NEC pour le traitement final et le backbone pour l'ossature principale, un réseau Darknet 19 qui comporte 19 couches de convolution. De quoi faire du bon travail. Alors, certains me feront remarquer à juste titre que YOLO n'en est plus à sa version 2. On est passé à V3, V4, V5, V6, V7. Ok, mais regardez la place en mémoire. C'est du même ordre de grandeur que le VGG16 que j'ai détaillé tout à l'heure. Et c'est pour ça que l'on trouve d'ailleurs des variantes dans les dernières versions, le N pour nano, le S pour small, M pour medium et du X, du L, comme pour les tailles de vêtements. Sans surprise, moins on a de paramètres, plus c'est rapide, mais moins c'est précis. Tout dépend de l'objectif visé. À gauche ici, précision, on arrive à reconnaître des voitures même sous la neige. Ou à droite, rapidité, avec détection de personnes en temps réel et en mouvement. Et comme souvent dans la vie, il faut choisir entre précision et rapidité. Ok, super, les images c'est génial, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi le son. Et je reviens à notre composant K210 où on voit à l'intérieur un autre processeur, cette fois dédié au traitement audio. La finalité sera ensuite de réaliser de la reconnaissance vocale. On trouve d'ailleurs un calculateur spécialement dédié au calcul de transformés de Fourier, FFT, ou IFFT pour transformé inverse. Je garde tout ça pour une prochaine vidéo qui sera spécialement dédiée à Fourier. Allez, je continue à regarder l'intérieur de notre K210 où on trouve de la mémoire RAM. On a 6 mégaoctets dédiés pour les CPU, donc les cœurs RISC-V, et on a 2 mégaoctets dédiés au KPU pour faire les calculs d'IA. Et je rappelle que la RAM statique, c'est très rapide, plus rapide notamment que la DRAM. Toujours dans la constitution du K210, on trouve sur le côté de nombreux périphériques, des classiques, des broches d'entrée-sortie tout ou rien, des liaisons série qui vont permettre notamment de faire communiquer le K210 avec son voisin, le SP32. Petite démo dans une prochaine vidéo. Et on notera que presque tous les périphériques peuvent être associés à n'importe quelle broche. Il y en a 48 de librement affectables et programmables grâce au FPIOA.
Ça fait un peu penser aux vieux standards téléphoniques où on établissait manuellement qui parlait avec qui avec des fils et des prises de jack. C'était l'époque des téléphonistes qui recevaient la communication entrante, donc l'appel, pour ensuite la rediriger filairement vers le bon canal, donc vers le destinataire. Et oui, un petit détour historique, ça ne fait jamais de mal. Et c'est ce fameux FPIOA qui m'y a fait penser. En pratique, avec le K210, c'est nous qui définissons la fonction d'une broche grâce à un manager appelé FM, qui joue le même rôle qu'une téléphoniste. Exemple ici, les broches 12 et 13 seront associées à des GPIO grâce au FPIOA Manager. Allez, encore un truc sur le K210 qui nous sera utile, c'est un port d'entrée vidéo qui va permettre de raccorder directement une caméra. Définition maxi de 640 par 480 pixels, c'est du VGA. Ceci dit, pour faire de la reconnaissance d'image, le QVGA sera préféré pour plus de fluidité. De façon plus générale, je rappelle que le K210, il est monté dans un module SiPid M1. Les 8 bits de données de la caméra sont reçus au-dessus sur des pins dédiés DVP. Tout autour, les 48 pins affectables librement, mais certaines vont être dédiées au contrôle de la caméra, donc attention lors de la définition des pins dans le programme. Allez, on prend un peu de recul. Le K210, il est intégré dans un module M1 de SiPid qui lui-même est monté sur la carte MexDuino. Et c'est à droite de cette carte que l'on retrouve le connecteur pour monter le capteur de vision. Attention à ne pas se tromper de sens, le 1 il est à côté de l'ESP32 et donc la caméra regarde la table par défaut. On peut monter différents modèles, mais celui qui va nous intéresser, c'est le GC328, fourni avec le kit MexDuino. C'est un capteur de vision CMOS miniature. Au maximum, c'est du VGA avec 30 images par seconde, ou beaucoup plus si on réduit à 320 par 240 pixels. C'est un capteur couleur avec matrissage de Bayer, voir ma vidéo sur l'ESP32CAM où j'explique comment fonctionne ce type de capteur. Le convertisseur analogique numérique, c'est un 10 bits avec seulement 8 de transmis. Ce qui permet au choix le format brut RAW ou le RGB 565, donc sur 16 bits. Et possible aussi de réaliser un sous-échantillonnage en chrominance 4-2-2 pour plus de bandes passantes. Ok, revenons à la carte où on trouve également un autre module, un W-Room à base de SP32. Une bête de course, voir ma série de vidéos sur le sujet. Et bien ici, il passe en second plan. Il est principalement utilisé pour les communications sans fil avec Bluetooth et Wi-Fi et antenne intégrée. Et il peut aussi être utilisé pour ses entrées analogiques, ce que n'a pas le K210, aussi musclé soit-il. Et oui, comme disait Jean de La Fontaine, on a toujours besoin de plus petit que soi. Allez, je termine le tour de la carte MexDuino avec un autre connecteur à 24 pins, celui pour l'écran. Attention à ne pas se tromper avec la caméra, c'est le même connecteur, donc danger. Et attention aussi au sens, la borne 1, c'est celle à côté de l'USB, donc l'écran avec face active au-dessus. Alors en vrai, les nappes de connexion sont fragiles et tout cet ensemble est un peu délicat à manipuler. Perso, j'ai fait un petit support, c'est plus pratique, je vous montre. La carte MexDuino, elle est là, voilà, avec le K210, le SP32, les connecteurs broche 1, connecteur broche 1, la nappe qui va aller jusqu'à l'écran, voilà, surélevé pour faire passer le cordon USB au-dessous, des petits pieds. Ok, l'écran il est maintenu par ce support-là. Si je l'enlève, ben, on voit qu'il est coincé
à ce niveau-là. Passage de la nappe, ça je peux enlever, supprimer. On voit que c'est posé sur ce support-là. Voilà, tout simplement. Au niveau de la caméra, eh bien, on a la caméra qui est fixée, collée sur un support. J'enlève celui-là. Voilà, la nappe, elle passe au-dessous. C'est un petit peu incliné, histoire que l'angle de vision soit un petit peu plus haut, là, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, ensuite on assemble tout ça et c'est super. Allez, fini pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite. Je vous laisse deviner de quoi on va parler avec cette petite image.